Qu'est-ce qui se passe après? On passe au XXe siècle. La Russie, 1905-1917. Pourquoi je vous parle de la Russie? Parce que là, vous avez une expérience très intéressante, qui remonte à très loin, les soviets. Soviet en russe, ça veut dire conseil. Je vais revenir sur les conseils. C'est ma théorie principale. Les conseils. Eh bien, ça vous renvoie à quoi, les conseils? Ça vous renvoie à ce qui se passait sur la PNIX. Ça vous renvoie à ce qui se passait sur les comices, à Rome. Ça vous renvoie très exactement à la Lex Hortensia, Lex à retenir, loi à retenir, pardon, date à retenir aussi. 287 avant Jésus-Christ à Rome. Qu'est-ce qui se passe en 287 avant Jésus-Christ à Rome? Eh bien, c'est j'allais un petit peu parler tout à l'heure, l'année où on met en place les fameux comices tributes. Comices tributes qui peuvent contredire une décision d'un consul, à l'initiative des tribuns du peuple dont je vous ai parlé. Vous voyez, ça vient très loin tout ça. Il ne faut pas croire que ça apparaît comme ça en 1905 en Russie, ou en 1871 à Paris. Non, non. Il y a une logique historique, si vous voulez, qu'on a complètement oubliée, mais qui est là. Bon. Alors, je vais vous citer une citation de Lénine. Bon, Lénine, voilà, très controversé, le socialisme d'État. Moi, je ne renvoie pas Lénine complètement aux poubelles de l'histoire. Je trouve que c'est un auteur qu'il faut lire. Notamment, il y a deux ouvrages que je vous recommande particulièrement. C'est bien sûr Que faire, et c'est L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Pourquoi je vous recommande ces deux ouvrages? Parce que dans le premier, vous avez la première théorie d'un parti de classe et de masse, avec une stratégie à la clé. Et le deuxième, il n'y a pas une virgule à enlever. C'est très exactement la description avant la lettre, il date quand même de 1916 ce bouquin, du capitalisme tel qu'il est en train d'évoluer aujourd'hui, c'est-à-dire le capitalisme monopolaire et financiarisé. Voilà, relisez ces deux bouquins, vous verrez, très intéressant. Qu'est-ce qu'il disait Lénine? Vous voyez que parfois, ça lui arrivait. Il avait des choses intéressantes à dire, notamment sur les conseils sur les soviets. Qu'est-ce qu'il disait sur les soviets en 1905, dès leur apparition en Russie? Il me semble, citation, il me semble que sous le rapport politique, le soviet des députés ouvriers doit être envisagé comme un embryon de gouvernement révolutionnaire provisoire de toute la Russie. Vous voyez, il ne se limite pas au conseil ouvrier d'usine ou de service. Lui, il prétend, il dit, en 1905, que c'est un embryon d'organisation révolutionnaire à compétence politique générale, et non pas seulement pour gérer des entreprises, vous voyez. Bon, on sait ce qui s'est passé après, la guerre civile. Alors, on parle de la guerre civile, moi je ne dis pas guerre civile, moi. Je dis guerre d'agression impérialiste. Vous savez qu'à partir du 1er janvier 1918, c'est-à-dire 2 mois et demi, 3 mois, après la révolution d'octobre 17, 14 États sont intervenus en Russie. 14, dont les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, le Japon, etc. D'accord? Donc ça, il ne faut pas s'étonner après, si vous voulez, que cette révolution qui avait bien commencé, s'est mal terminée. Alors je ne pourra discuter si vous voulez, je n'innocente pas Staline, bien évidemment, ni Lénine d'ailleurs, qui avait commencé à prendre quelques petites décisions qui pouvaient laisser prévoir sa dégénération, cette histoire-là. Mais ces gens-là, si vous voulez, les bolcheviks et les socialistes révolutionnaires, ils n'étaient pas tous seuls, les bolcheviks. Hein. Il y avait quelques mencheviks aussi, vous le savez. Dans ce gouvernement de coalition des premiers temps, ils avaient affaire, comme Robespierre et Saint-Just en 92, à une guerre d'agression, si vous voulez, et à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je suis désolé de dire que si on veut être révolutionnaire jusqu'au bout, il faut se préparer à être confronté à ce genre de situation. Voilà, je ne dirai pas plus hein, pour l'instant, puisque ce n'est pas notre cas. Et ça peut l'être. Bien, je vous passerai très vite parce que je suis en retard.
sur les conseils ouvriers ce coup-ci. En Italie, 1919, Turin, Milan, 1920, d'accord, où toute la ville de Milan, toute la ville de Turin a été gérée par les salariés dans tous les conseils d'usine de ces deux grandes villes, les deux principales villes d'Italie quand même. Hein. Là, vous aviez le prolétariat de l'époque, comme on disait, le plus nombreux, le plus organisé, etc. Mais il faut savoir aussi que faisaient les partis politiques à l'époque? Parce qu'on pourrait se dire, tiens, il y a un mouvement de masse, pourquoi ils n'ont pas pris le pouvoir? Pourquoi c'est Mussolini qui a pris le pouvoir 2 ans après? 2 ans après, le fascisme arrivé en Italie. Pourquoi? Parce que vous aviez un parti socialiste italien, je suis bien obligé de le mentionner, c'est un fait ça, tout ça. Je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que je vous dis, ce sont des faits, vous pouvez vérifier. Hein. Je vous mets au défi de me contredire sur un seul des éléments que j'ai évoqués. Parce que je reprends des historiens, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi. Mais je suis bien quand même content de pouvoir le dire. Eh bien, le Parti socialiste, il était en congrès, figurez-vous. Il y avait plusieurs millions de grèves, de grévistes, dans les principales villes, y compris à la Fiat. Et les socialistes de l'époque, hein, bah, il est vrai que c'était, si vous voulez, le socialisme de la Deuxième Internationale. C'est-à-dire la social-démocratie, réformiste. Kautsky ne s'effacait pas seulement en Allemagne. C'était un grand théoricien sur la quasi-totalité des partis socialistes d'Europe à l'époque. Hein, d'accord? Même Jaurès a été un peu influencé, le grand Jaurès. Beaucoup de respect pour Jaurès. Bon. Eh bien, ça n'a pas fait un pli. Ça n'a pas fait un pli. Comme les partis politiques de l'époque ont été incapables d'organiser ces mouvements, ben c'est Mussolini qui a gagné la partie. 2 ans après, l'Italie était fasciste. Même chose en Allemagne. Bon, il y a eu de grandes grèves. Il y avait même eu une révolution en Allemagne, entre 1919 et 1923. Bon, vous connaissez tout ça, je passe vite. La première révolution de 1919, 18-19, s'est soldée par la réapparition des corps francs et la répression sanglante des spartakistes, c'est-à-dire du prolétariat allemand, hein, de l'époque, le mieux organisé d'Europe quand même. Hein. Par qui? Par qui? Par la social-démocratie allemande, c'est-à-dire le sinistre Nosk, Scheidemann, Hébert. Voilà les 3 coupables, je dirais, de la grande répression de la révolution allemande en 1919. Mais c'est pas fini, ça remet ça en 23. Ça remet ça en 23. Où là, vous aviez des conseils ouvriers partout en Allemagne, partout. Y compris à Munich. Y compris à Munich. C'était pas forcément une ville qu'on pourrait prétendre à gauche révolutionnaire. Hein. Bon, vous en aviez à Berlin, à Hambourg, à Kiel, partout. Dans la Ruhr, bien sûr, dans toutes les grandes villes industrielles de la Ruhr. Bon, bref. Et ça s'est terminé aussi par une grande répression, animée et organisée par les sociodémocrates. Et ça a fait le lit à qui, tout ça? Comme vous le savez, en 1933, il s'est passé quelque chose, mais la montée du parti de la NSDAP, c'est dès 1922-1923 que ça commence. Précisément à l'époque où la révolution allemande est réprimée. Bien. Eh bien, dans tous ces conseils, je vais vous citer une petite citation d'un dénommé Domig, D-A-U-M-I-G, qu'on ne connaît pas. Hein. Qui c'est Domig? On ne nous apprend pas qui c'est Domig. C'était le leader des conseils ouvriers à Berlin. Il dit ceci: par le système des conseils, les travailleurs doivent devenir non plus des dirigés, mais des co-dirigeants. Non plus des travailleurs parcellaires, ni des esclaves salariés, mais des coopérateurs. Voilà, Domig, tête théorique des ouvriers berlinois. Naturellement, lui aussi a péri assassiné, comme par hasard. L'assassinat politique, naturellement, est le premier argument d'une classe en danger. Ne jamais oublier cette leçon non plus, qui risque de revenir. Bien, l'Espagne, révolution républicaine de 1936-1938. Bon, vous la connaissez encore mieux. La seule chose que je vous dis, c'est que en Catalogne, et notamment à Barcelone, qu'est-ce qui s'est passé entre 1936 et 1938?
Bon, je ne rentre pas dans les détails, puisque vous savez qu'il y a eu... C'est ça qui perd aussi parfois les mouvements révolutionnaires, c'est les divisions internes. Mais pendant 2 ans, il faut quand même savoir, et s'en souvenir, parce qu'il y avait la guerre civile dans le même temps, d'accord, aux portes de la ville, bientôt. Les entreprises, les chemins de fer, les services publics, les hôtels, la presse, les transports, l'électricité, le gaz, les écoles, tout ça, c'était géré par des conseils et des comités de salariés, fonctionnaires, pas fonctionnaires, etc. Salariés au sens large, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça a duré plus de 2 ans. Et ils n'ont cédé. Pour quelle raison ils ont cédé? Ils ont cédé parce que les franquistes, aidés par les nazis et par les fascistes italiens, militairement ont réglé le problème. Voilà. Sinon, la République espagnole et le peuple espagnol de l'époque étaient tout à fait prêts à passer à un autre régime, si vous voulez, de démocratie, autre que démocratie représentative. Puisque en Catalogne, ça n'a rien à voir avec la Catalogne d'aujourd'hui. Hein. Catalogne d'aujourd'hui, vous voyez un peu de quoi il s'agit. Hein. Vous le connaissez, le personnage, là. Hein. D'accord? Bon. Je ne critiquerai pas outre mesure, si vous voulez, mais j'essaye de relativiser quand même les choses. Hein. Entre la FAI, la Fédération anarchiste ibérique, la CNT et la gauche espagnole de l'époque, Poum et compagnie, c'était autre chose quand même que les autonomistes, les dirigeants de parti en tout cas, d'aujourd'hui. D'accord? Faut bien faire la différence. Hein. Bon, je passe. Tout à l'heure, tu poses la question. L'autogestion en Yougoslavie. La Yougoslavie. Bon, elle a implosé, vous le savez. Eh bien, la Yougoslavie, il faut savoir que toutes les entreprises, à l'époque, toutes les entreprises en Yougoslavie, étaient gérées par des conseils ouvriers. Ce qui n'a pas collé en Yougoslavie, à mon avis, c'est le fait que c'était la grande critique qu'on peut faire au socialisme d'État, c'est-à-dire une planification bureaucratique et un parti unique. C'est ça qui a tué, si vous voulez, l'organisation des conseils en Yougoslavie. Même chose en Algérie en 63. Même chose en Algérie en 63. Bon, je m'arrête là pour les fulgurances historiques. Mais j'aurais pu vous parler des communautés du Chiapas, aujourd'hui, qui sont à l'intérieur d'un État central autoritaire, quand même. Hein. Le Mexique, c'est pas la démocratie qu'on peut connaître. Hein. Bon, ou dont on peut rêver. J'aurais pu vous parler aussi de tout ce qui s'est passé en Pologne en 56, en Tchécoslovaquie en 68. J'aurais pu vous parler effectivement les communautés autonomes au Chiapas, mais aussi pendant la période de Lula, à qui il arrive quelques petits problèmes ces temps-ci, des fameuses discussions de budget de quartier, où la population des quartiers était regroupée, si vous voulez, en assemblée, et décidait elle-même comment on allait utiliser les budgets qui lui étaient alloués. Bon, c'est pas de la démocratie directe à 100%, mais c'est quand même intéressant. Voyez, dans un pays comme le Brésil, qui a quand même une histoire politique assez mouvementée, et où la démocratie n'a pas été la dominante politique depuis que le Brésil existe. Hein, ils étaient capables quand même de faire ça, voyez. Bon, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais je crois que c'est en train d'être sérieusement remis en cause, tout ça. Voilà. Donc vous voyez, les exemples ne manquent pas de démocratie directe, les premiers linéaments, les organisations, quelles que soient les expériences politiques de tel ou tel peuple, ils arrivent toujours au même point, si vous voulez, de remise en cause du système de la représentation, pour essayer d'aller vers la démocratie directe. Bien. Troisième et dernière partie, je vais essayer d'aller plus vite, pour vous laisser le temps de poser quelques questions quand même, et peut-être des contestations de ce que je vous ai dit. Bon. Eh bien, je vais passer sur tout ça parce que vraiment ça m'amènerait trop loin. Qu'est-ce qu'on peut proposer finalement, hein, une fois qu'on a vu tout ça?
tous ces exemples historiques qui frappent au carreau, qui ont été réprimés physiquement, politiquement, idéologiquement, où tout le monde nous dit « mais le peuple est incapable de décider lui-même ». Vous voyez bien, il lui faut des représentants. S'il n'y a pas de représentants, c'est l'anarchie, au mauvais sens du terme. Bon. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Et qu'est-ce qu'on peut proposer? Bon. D'abord, moi je considère qu'il y a 3 grandes mesures qu'il faut prendre, mais je ne suis pas le seul. Hein. Bon, alors là, je ne suis plus historien. Là. Enfin, je fais des propositions. Donc quand on fait des propositions, elles sont naturellement contestables. Mais le débat est ouvert. C'est du choc des idées que la vérité, entre guillemets, jaillit. Bon, d'abord, première mesure à prendre. Est-il normal qu'on souhaite avoir la démocratie politique sans toucher à la monarchie patronale des entreprises? Est-ce qu'un citoyen doit laisser ses conceptions démocratiques au vestiaire quand il entre dans l'entreprise, ou le service, ou tout autre lieu de travail? La réponse ne peut être que non. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? Puisque c'est le patron, paraît-il, qui offre le travail. C'est pas le patron qui offre le travail. J'espère que vous avez réfléchi à ça. C'est pas le patron qui offre le travail. Bon. Le patron n'offre pas de travail s'il n'y a pas de salariés éduqués, s'il n'y a pas d'ouvriers formés, s'il n'y a pas d'infrastructures de communication qui tiennent la route, s'il n'y a pas un système monétaire qui fonctionne bien, s'il n'y a pas de la recherche qui effectivement donne la possibilité d'acheter telle ou telle machine-outil ou tel équipement, etc. Donc ce n'est pas le patron qui offre le travail, c'est bien la société dans son ensemble. D'accord? Bon, première chose à faire donc, c'est socialiser les entreprises, refonder les entreprises. Voilà. Et alors, là, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer depuis, on va dire, une petite trentaine d'années, même si c'est encore ultra minoritaire. Hein. C'est ce qu'on appelle les SCOP, les sociétés coopératives ouvrières de production, les sociétés coopératives et participatives, les sociétés coopératives SIC, les sociétés coopératives d'investissement collectif, les CAE, les sociétés autonomes, le A m'échappe, autonomes économiques, voilà, j'ai plus le terme exact, mais ça s'appelle, c'est des coopératives. Hein. Bon. Quelle est la principale mesure? Là, je vous ai amené un article dans La Croix. Faut tout lire hein, dans la vie politique. Hein. Bon, alors il se trouve qu'ils ont fait un article. Bon, je connais bien l'auteur puisque c'est mon directeur de thèse, Daniel Bachet. Et je peux vous dire que si vous avez des livres à lire sur tout ce qui se passe au niveau de la refondation des entreprises, des coopératives, etc., c'est Daniel Bachet, Frédéric Lordon, Benoît Boritz. Bon, j'ai dû en citer d'autres là-dedans. Bernard Friot, bien sûr. Bernard Friot, sur un type vraiment extraordinaire, Bernard Friot. On peut discuter telle ou telle de ces mesures, mais je veux dire, il est logique. Hein. Oh, il y a un truc qui me paraît important dans ce qu'il dit. Hein. Je fais une incidente pour mieux comprendre ce qu'il dit, Bernard Friot. Comment se fait-il? Ça, c'est une question qui remet en cause tout le système capitaliste libéral dans lequel on vit. Vous êtes grand-père ou grand-mère. Vous allez amener votre petit-fils, petite-fille à l'école. Vous êtes retraité, vous avez du temps libre, vous n'êtes pas productif, vous n'êtes pas rémunéré. Voilà, donc c'est normal, vous avez amené votre môme à l'école et ça ne vous coûte rien. Mais vous êtes, je ne sais pas, patron d'entreprise, prenons cet exemple, mais on pourra en prendre d'autres, hein, n'y voyez pas de malignité de ma part. Bon, vous avez une aide ménagère, vous avez une salariée à la maison, c'est elle qui amène le môme à l'école, c'est elle qui fait la cuisine, c'est elle qui fait ceci, mais c'est qu'elle est payée, la dame, ou le monsieur. Donc il rentre dans un circuit marchand, commercial, capitaliste, reconnu
comme un travail effectif, et donc rémunéré. Quelle est la différence entre le grand-père ou la grand-mère qui amène le gosse à l'école et l'aide ménagère, vous l'appellerez comme vous, l'auxiliaire de vie, je ne sais pas quoi, bon bref, qui fait la même chose. L'une est rémunérée, pas l'autre. Donc cet exemple, il faut y réfléchir, parce que ça remet en cause complètement tout le système marchand dans lequel on vit. Et ça démontre qu'on peut, et c'est là qu'il dit pas, il y a des choses intéressantes qu'il dit, c'est-à-dire que les retraités sont productifs. Alors évidemment, quand vous êtes gravataire, ne peut pas être productif. Mais vous faites des conférences, vous travaillez, vous occupez des petits-enfants, vous militez dans des associations, vous faites des cours à des jeunes ou à des moins jeunes. Vous êtes productif. Vous êtes productif. Donc vous voyez qu'il y a quand même un problème dans cette affaire-là. Et je trouve que Bernard Friot introduit des choses très intéressantes dans ses propositions. Bon, ce n'était pas une conférence sur Bernard Friot et le salaire universel, donc à vie. Donc je ferme la parenthèse, mais vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Donc refonder l'entreprise, c'est possible. Ça veut dire que ce sont les salariés qui se réunissent en assemblée, tous les salariés, hein, ouvriers, employés, comptables, ingénieurs, cadres, techniciens, chercheurs, tout ce que vous voudrez qu'il peut y avoir dans une entreprise, se réunissent dans une assemblée, ils élisent une direction, vous l'appellerez comme vous voudrez, conseil d'administration, directoire, comité exécutif, peu importe, voilà, et vous donnez un mandat à cette direction. Vous lui dites, voilà, nous on veut produire telle chose, à tel prix, pour tels objectifs, etc. Et tout ça doit être débattu par l'ensemble des salariés. Qui va venir nous dire aujourd'hui que les salariés sont absolument incapables de travailler sur ces questions-là? Qui va pouvoir soutenir qu'un salarié doit se contenter d'exécuter? Qui va dire encore longtemps que la relation de subordination totale du salarié, c'est le contrat de travail. Hein. Le contrat de travail aujourd'hui, c'est la subordination totale du salarié à son patron, au patronat. Bon. Qui va dire que c'est la fin de l'histoire? Qui va dire que ça épuise l'organisation du travail dans une société moderne ou pas moderne d'ailleurs, hein, ou en émergence? Bon. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et on ne voit pas pourquoi les moyens de production continueraient à être régis sous le mode de la propriété privée. Donc il faut socialiser. Je n'ai pas dit étatiser, hein. J'ai dit socialiser, ce qui est différent. Qui n'empêche pas qu'il peut y avoir des entreprises publiques, nationales, voilà, mais démocratiquement gérées. Pas comme en 81. Pas comme en 81, où on a reproduit les modèles, si vous voulez, de l'entreprise privée. Et d'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé. Un gouvernement socialiste nationalise, un gouvernement socialiste Jospin reprivatise. Une fois qu'on a rentabilisé les dettes, d'accord, qu'on a fait payer par les contribuables la partie négative, voilà, et donc on reprivatise. Le gouvernement Jospin, socialiste, est le premier gouvernement privatiseur de France. Voilà, donc à discuter. Deuxième mesure, j'ai presque fini. Le fonctionnement politique de la nation. Alors le fonctionnement politique de la nation, je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu, vous l'avez compris où je voulais en venir. Bon, la Ve République, je pense qu'il faut arrêter. Je pense qu'il faut qu'il y ait, alors là on est beaucoup à le dire, il faut qu'il y ait une constituante, une nouvelle constituante. France Insoumise le dit, tous les partis de gauche, si vous voulez, sont à peu près d'accord là-dessus, du PC au PARDEM, au NPA, bon, tous les partis sont d'accord là-dessus, qu'il faut revoir un petit peu, et même beaucoup, l'organisation politique de la nation. Mais pour faire quoi? Alors moi, c'est là que je dis qu'il faut un certain nombre de mesures drastiques, c'est-à-dire qui nous amènent purement et simplement, moi je n'hésite pas à le dire, à la suppression
du système représentatif. Suppression du système représentatif. Pour mettre quoi à la place? Ben, on l'a déjà vu, hein. Rappelez-vous, sur la PNIX, à Rome, sur les comices, Commune de Paris, Assemblée paysanne avant, Révolution, sans culotte, Révolution russe, Révolution allemande, Révolution espagnole, Révolution hongroise, Révolution tchécoslovaque, et on pourrait continuer jusqu'à nos jours. Les exemples ne manquent pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces gens-là, des différentes générations et sous toutes les latitudes? Ils ont pris 3 ou 4 mesures très simples. Très simples. Mandat impératif. Un élu est élu pour faire ce pourquoi il a été élu. S'il fait autre chose, il est révoqué. Voilà. Et il est révoqué par qui? Par ceux qui l'ont élu. Voilà, dans les assemblées primaires. Je vais revenir. Oui, mais pourquoi? Mais on fonctionne encore sur le système CIS. Je suis élu, je décide pour toi. Et toi, tu n'as rien à dire jusqu'aux prochaines élections. Ou à la limite, tu peux me dégommer. Mais d'une élection à l'autre, tu n'as rien à dire. C'est moi qui décide, pas toi. Est-ce que ça peut continuer à fonctionner longtemps? Bon. Mandat impératif. Ensuite, révocabilité des élus, je l'ai dit. Généralité de la révocation des élus. La déprofessionnalisation de la politique. Pourquoi un député, un sénateur serait député, sénateur pendant 30 ans, 40 ans, voilà, ou un conseiller municipal, ou un maire à vie, voilà, ou un député, ou tout ce que vous voudrez. Hein? Bon, eh bien, instaurons le non-cumul des mandats, premièrement, et instaurons des mandats courts et non renouvelables. Alors, on peut aller jusqu'à un ou deux renouvellements. Bon, hein, peut-être, histoire de lancer la machine. Mais une fois que le peuple est formé politiquement au nouveau système, il n'y a aucune raison de maintenir des mandats renouvelables. Supprimons, objectif, des mandats renouvelables. D'accord? Un citoyen actif et informé. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas avec les médias qu'on a? 9 milliardaires contrôlent tous les médias. Je ne les citerai pas, vous les avez tous en tête. Lagardère, Arnaud, Bouygues, voilà. Dassault, bien sûr. Dassault, ceux qui possèdent le Nouvel Observatoire. Voilà. Bon, bref. Vous avez compris que, voilà. Alors, qui va pouvoir croire encore longtemps que les médias français, et c'est pas que français, c'est le même phénomène partout, vous le savez bien, que les médias français sont honnêtes, je dirais même pas objectifs, honnêtes. Il suffit de regarder n'importe quel journal, à part quelques-uns, voilà, hein, je ne les cite pas, vous les avez tous en tête, il y en a encore quelques-uns quand même, ou une chaîne de télé, ou une radio. Hein, vous écoutez tous ces organismes, tous ces médias, mais c'est la pensée unique qui vous est, autrement dit, la pensée néolibérale. C'est la voix de son maître. Voilà, comme par hasard. Hein. Bon, on pourrait citer de multiples exemples. Hein. Bon, on le subit tous, donc j'y reviens pas. Donc un citoyen actif et informé, ça veut dire quoi? Socialisation de tous les médias. Socialisation de tous les médias avec un fonctionnement pluraliste. D'accord? Et puis, des associations de citoyens qui remplaceraient les partis politiques, qui, à mon avis, les partis politiques sont définitivement discrédités. On va employer le mot, discrédités. Bon, parce que, si vous voulez, ils se sont inscrits eux-mêmes dans le système de l'État. Voilà. Oui, quand je dis parti, effectivement, tu as raison, on pourrait dire aussi des organisations syndicales, malheureusement, où on se demande d'ailleurs quel est leur rôle. Oui, alors, il faut être prudent dans l'analyse, je suis d'accord avec toi, mais il faut bien reconnaître quand même que depuis 20 ou 30 ans, il me semble, hein, là je parle à titre personnel, hein, voilà, peut-être même avant, certaines organisations, en tout cas syndicales, le premier de leurs objectifs, c'est de casser tout mouvement social qui pourrait devenir un petit peu trop contestataire et révolutionnaire.